Quand on se lance dans le dressage d'un cheval, il faut être conscient qu'il s'agit d'un long processus qui va cependant se révéler un franc succès à condition d'employer les bonnes techniques et de respecter les étapes. En général, le cheval réagit aux stimuli que nous mettons en place. On appelle cela des réflexes conditionnés. Il s'agit ni plus ni moins de réponse à un stimulus, aussi bien positif que négatif. Par exemple, lorsqu'on enseigne au cheval à freiner, on exerce volontairement une pression sur sa bouche. Cela l'indispose et lui procure une sensation désagréable. Si le cheval s'arrête, on relâche la pression des rênes. Il va alors ressentir un stimulus positif, autrement dit, la fin de la sensation désagréable. Petit à petit, le cheval va ainsi apprendre à freiner pour s'épargner la pression des rênes. Il existe donc deux méthodes de dressage, les stimuli positifs ou les stimuli négatifs. Le stimulus positif est celui que le cheval reçoit après avoir effectué correctement un exercice. Cette méthode consiste à stimuler le cheval pour obtenir une récompense. Ces stimuli positifs peuvent prendre la forme d'un bout de carotte, d'un morceau de sucre, d'un peu de foin ou encore se manifester par une caresse. De la même façon, relâcher les rênes, desserrer les jambes et adapter sa position sur la selle constituent un stimulus positif pour le cheval, car il sent un relâchement de la tension et de la pression sur sa bouche dès qu'il répond aux attentes du cavalier. Les stimuli négatifs sont en revanche ceux qui procurent au cheval une gêne ou un désagrément à chaque fois qu'il refuse de faire ce que le cavalier lui demande ou bien le fait mal. Les stimuli négatifs sont transmis par l'usage de la cravache ou des éperons, ou peuvent aussi se manifester par un cri ou un rappel à l'ordre. Dans le cas des stimuli négatifs, la pression exercée sur le cheval doit se faire de manière progressive. Autrement dit, la gêne procurée au cheval doit être de plus en plus forte jusqu'à obtenir la réaction attendue. Une fois l'objectif atteint, il faut alors cesser d'exercer la moindre force en relâchant complètement la pression. Si le stimulus est transmis avec les jambes, il faut commencer à exercer la pression tout doucement et augmenter graduellement cette pression jusqu'à ce que le cheval réagisse. S'il n'y a toujours pas de réaction, on peut alors donner successivement un petit coup de talon, d'éperon et de cravache. Le cheval va apprendre à force de répéter l'exercice que la cravache vient toujours après l'éperon, ce qui va le pousser à réagir plus rapidement. Toujours à force d'entraînement et de répétition, le cheval apprendra ensuite à réagir au coup de talon, dès l'instant où il aura compris que c'est pour lui une manière d'éviter l'éperon. Hélas, il est difficilement envisageable de dresser un cheval qu'avec des stimuli positifs. Ils ne procurent par définition aucune gêne au cheval, bien au contraire, et leur efficacité peut par conséquent être parfois limitée. À la fin du processus de dressage, il est probable que le cheval réagira à la moindre pression de la jambe pour s'épargner des désagréments bien connus. Il aura gagné en docilité après avoir appris à éviter les stimuli négatifs pour ne réagir qu'aux stimuli positifs. Rappelons que la réaction d'un cheval à un stimulus positif est en général elle-même positive. De même, si des stimuli négatifs sont trop agressifs, le cheval peut réagir à son tour de manière violente et agressive. Si un cavalier cherche à lancer son cheval au galop en le stimulant non pas avec les jambes, mais en employant directement la cravache ou l'éperon, il est probable que sa monture va s'exécuter. Mais il est également tout à fait possible que le cheval réagisse violemment en se cabrant ou en ruant. Un cheval en état de choc ne ressent plus les sensations de douleur et peut donc rester sans réaction. Car l'adrénaline produite par le choc paralyse et rend le corps insensible. Il est donc important de rappeler que l'usage excessif de la cravache ou des éperons n'aura pas d'autre effet que de freiner le cheval dans son processus d'apprentissage.
Chez le cheval aussi, le cœur est sans conteste l'organe le plus important. C'est la raison pour laquelle il se trouve à l'intérieur de la cage thoracique, protégé par les côtes. De la sorte, il est à l'abri des coups et des chocs en tout genre. L'espace ou cavité thoracique est proportionnel à la taille des organes qui se trouvent à l'intérieur. Car lorsqu'on observe un cheval du point de vue de ses capacités sportives, il faut savoir en effet que plus la discipline en question est exigeante, plus le cœur de notre monture devra être grand, afin de pomper le sang dans l'ensemble du corps durant l'effort. La cage thoracique du cheval doit être dans la majeure partie des cas profonde et descendre assez bas, afin que les poumons et le cœur puissent aisément s'y développer. Quand on parle d'une cage thoracique ample, on fait surtout allusion à l'arc dessiné par les côtes, elles-mêmes cintrées. Vue du devant comme de derrière, la cage thoracique doit avoir dans l'idéal la forme d'un œuf retourné, autrement dit ovale. Des côtes trop peu cintrées réduisent l'espace thoracique, limitant par là même l'expansion des poumons, ce qui restreint naturellement la capacité d'oxygénation. Mais l'arc des côtes ne doit pas non plus être trop prononcé. En effet, ce type de conformation empêche que la selle soit bien installée sur le dos du cheval. Et dans ce cas-là, pour éviter les mouvements latéraux de sa selle, le cavalier n'aura d'autre solution que de serrer exagérément la sangle. Idéalement, la cage thoracique doit donc être inclinée pour descendre assez bas. Les côtes sont alors bien allongées et donnent l'impression d'une cage thoracique profonde et basse. L'espace thoracique doit être suffisant pour contenir des organes plus grands. Cependant, n'oublions pas une chose. Plus la cavité thoracique est importante, plus le poids à déplacer pour le cheval sera conséquent. Illustrons cela avec les exemples suivants. Chez les chevaux de saut, tout d'abord, on privilégie une cage thoracique un peu plus haute et plus courte. Le cheval a ainsi moins de poids à déplacer au moment de franchir les obstacles, ce qui va l'avantager. Et même une différence de 100 kg peut s'avérer très précieuse. Chez les chevaux de course, notamment pour des distances courtes où la vitesse est fondamentale, on privilégie aussi une cage thoracique avec des côtes courtes, car ce ne sont pas les poumons qui fournissent la puissance nécessaire aux efforts, dit en anaérobie, effort bref, mais bien les cellules de l'organisme. En revanche, pour des chevaux appelés à courir sur de longues distances ou bien des chevaux de polo, on préfère une cage thoracique ample et basse. Dans ces cas-là, une grande capacité d'oxygénation est souvent la clé du succès. Et pour éviter un déplacement de poids inutile, les dernières côtes seront de préférence plus courtes, afin de réduire la taille de l'abdomen. Enfin, pour les chevaux de travail, on recherche plutôt une cage thoracique profonde et descendante, de manière à ce que le centre de gravité soit le plus bas possible. Une telle conformation permet notamment d'éviter que les chevaux ne chutent dans les virages, car le poids se concentre équitablement sur les 4 membres du cheval. Si l'espace délimité par les membres, la cage thoracique et le sol ressemble à un rectangle horizontal, cela signifie que le centre de gravité du cheval est bas. Si cet espace a la forme d'un carré, le cheval sera très équilibré. Mais si par contre cet espace tend vers un rectangle vertical, c'est la marque d'un cheval dont la capacité respiratoire est réduite. Par conséquent, peu disposé à réaliser des voltes serrées. Et lorsqu'on pense aux êtres humains, n'est-il pas vrai que les personnes de petite taille sont plus agiles et se déplacent en général beaucoup plus facilement que les autres ? Pendant des générations entières, le hanovrien a été l'une des races de chevaux de selle les plus recherchées et les plus prisées au monde.
L'origine de la race se trouve, comme son nom l'indique, dans la région de Hanovre, en Allemagne, où l'on trouvait déjà il y a 400 ans d'importants élevages de chevaux. La création du haras royal de Celle en 1735 marque officiellement la fondation de la race, dont le stud-book fut créé en 1888. Le hanovrien possède un coup de saut naturel tout à fait remarquable. Ses allures élastiques se caractérisent par un pas délié et ample, un trot flottant et un galop rebondi, léger et équilibré. Après avoir découvert ses qualités athlétiques, les cavaliers du monde entier se sont intéressés à l'hanovrien. La demande croissante a poussé les éleveurs allemands à améliorer leurs méthodes de sélection. Parallèlement, des associations d'éleveurs de chevaux hanovriens voyaient le jour un peu partout dans le monde. La qualité et la pureté des chevaux inscrits au registre étaient garanties, à condition que les inspecteurs soient allemands. Mais très vite, pour améliorer de nouveau la qualité de la race, il est apparu nécessaire d'affiner les critères de sélection, de manière à ce que les étalons inscrits au registre obtiennent une approbation. Depuis ce jour, les étalons et les juments doivent passer une inspection sous la forme d'un test de performance. Seuls les poulains de juments et d'étalons déjà approuvés peuvent être enregistrés. À partir de l'âge de 3 ans, les futures juments poulinières sont inspectées et évaluées selon leur type, leur conformation et leur allure. Seuls les juments déjà approuvés et qui complètent avec succès le test de performance peuvent obtenir le titre de jument d'élite. En ce qui concerne les étalons, la procédure est identique, mais bien plus exigeante. En effet, un étalon peut saillir plusieurs juments chaque année, tandis qu'une jument ne peut pouliner qu'une seule fois par an, sauf dans le cas où l'on a recours à la technique du transfert d'embryon. Lorsque les poulains appelés à devenir des étalons reproducteurs se présentent à l'inspection, ils sont soumis à une évaluation physique. S'ils obtiennent un résultat de 90% ou mieux, l'inspection se poursuit avec l'évaluation de leurs allures et de leur habileté à sauter. Et si ce premier examen s'avère concluant, les chevaux obtiennent un permis temporaire de saillie, qui devra être reconfirmé par le test des 100 jours. Ils doivent faire preuve à la fois d'habileté pour les figures de dressage, d'agilité pour le saut d'obstacle et de résistance pour les épreuves de cross-country. Il existe bien sûr différentes façons d'élever des chevaux de sport, mais le système de sélection très rigoureux des éleveurs d'hanovriens offre aux acheteurs de grandes garanties de résultats. Chaque année dans le monde, environ 9000 poulains hanovriens sont enregistrés au stud-book de la race. Les spécimens qui atteignent une hauteur au garrot supérieure à 1,70 m ne sont pas rares, mais la moyenne de la race est d'environ 1,65 m. Avec des robes essentiellement baies, alezane, grises ou noires, le hanovrien s'est transformé au fil du temps en un remarquable cheval de compétition, spécialiste en particulier du saut d'obstacle et du dressage. Les cavaliers qui montent des chevaux hanovriens en compétition ne cesseront jamais de louer leur incroyable aptitude au saut et au dressage. Leur monture de grande classe leur permet en effet de se distinguer sur les terrains internationaux. Le pole bending est une épreuve d'équitation western qui attire de très nombreux cavaliers ainsi qu'un public toujours plus fidèle. Cette popularité s'explique sans doute par le caractère spectaculaire de cette discipline et l'adrénaline qui s'en dégage.
À l'appel, les cavaliers doivent se présenter avec leur monture correctement scellée et étriée. La tenue vestimentaire, tout comme le harnachement du cheval, peut être soit de style anglais ou classique, soit de style western. Dans la catégorie junior, le port du casque est obligatoire, tandis que l'usage de la cravache et des éperons est formellement interdit. Les concurrents adultes sont autorisés à utiliser des éperons, mais sont éliminés dès lors que les juges considèrent leur usage trop excessif. Le départ peut s'exécuter soit à l'intérieur de la piste, soit au galop si la piste est équipée d'un tunnel d'entrée. Le chronométrage commence quand le museau du cheval passe la ligne de départ et s'arrête lorsque le museau du cheval franchit la ligne d'arrivée. Le parcours d'une épreuve de pole bending consiste donc en un slalom chronométré entre 6 piquets disposés en ligne droite et distants entre eux de 6,40 m. La ligne de départ et d'arrivée se trouve également à 6,40 m du premier poteau. Un poteau de pole bending doit mesurer 30 cm de circonférence à sa base et 1,80 m de haut. Le cheval peut commencer indifféremment à droite ou à gauche du premier poteau. La course se décompose en 4 phases. Première phase, départ en ligne droite au galop jusqu'au niveau du 6e poteau au bout de la piste. Deuxième phase, slalom entre les poteaux du 6e jusqu'au 1er en redescendant donc vers la ligne de départ. Troisième phase, slalom en sens inverse en remontant vers le 6e poteau. Quatrième phase, retour en ligne droite au galop jusqu'à la ligne d'arrivée. Les concurrents qui commettent une erreur de parcours, oublient ou renversent un poteau sont éliminés. En revanche, toucher un poteau sans le faire tomber n'entraîne ni pénalité ni élimination. Le chronométrage s'effectue en secondes, en centièmes de seconde et, si nécessaire, en millièmes de seconde. Le président du jury est le responsable devant la Fédération internationale des sports équestres du bon déroulement de l'épreuve et du respect de son règlement de la part de l'ensemble des acteurs. Un juge dévolu au chronométrage contrôle et vérifie les temps réalisés. Ce même juge est responsable de l'enregistrement officiel des résultats. Le juge de piste s'occupe, lui, des conditions de la piste. Il s'assure de ses dimensions, vérifie la position et l'alignement des poteaux. C'est également lui qui enregistre les éventuelles erreurs de parcours et les chutes de poteaux. En outre, 4 commissaires, 2 sur la piste et 2 autres au départ, sont chargés de replacer et relever les poteaux renversés. Ils jugent également l'entrée et la sortie des concurrents. Un même cheval ne peut pas prendre part à plus de 2 courses, et ce, toutes catégories confondues. Quant aux cavaliers, ils peuvent courir 4 courses au maximum, et à chaque fois sur un cheval différent. Seul le meilleur temps réalisé est pris en compte. Pour les catégories juniors, la présence sur la piste d'un moniteur ou d'un responsable du cavalier est obligatoire. Il s'agit de catégories d'âge. Jusqu'à 14 ans, c'est la catégorie junior. De 14 à 50 ans, c'est la catégorie open. Et au-delà de 50 ans, c'est la catégorie senior. En cas d'égalité à l'issue d'une épreuve, le prix peut être partagé entre les 2 finalistes s'ils sont d'accord. Si ce n'est pas le cas, on leur fait disputer une nouvelle course décisive sous la forme d'un barrage. Dans le cas d'épreuves par équipe, le temps de référence est la moyenne des temps individuels réalisés par chacun des équipiers. Le pole bending est une discipline qui exige de la part des chevaux une grande puissance physique et une maniabilité remarquable. Elle demande aux cavaliers d'énormes sacrifices, beaucoup d'entraînement et une grande habileté à monter à cheval. Le succès est à ce prix-là.
Lorsqu'un cheval fournit un effort, sa température corporelle augmente. On peut comparer cela à un moteur en marche. Cependant, cette température ne doit pas dépasser un certain seuil, au-delà duquel la vie du cheval peut être menacée. Le cheval dispose de 4 moyens pour maintenir sa température corporelle stable. La conduction, c'est-à-dire le contact avec un corps froid. La convection, autrement dit la perte de chaleur provoquée par un mouvement d'air, comme le vent par exemple. La radiation solaire ou perte de chaleur sous forme de rayonnement infrarouge. Enfin, l'évaporation, qui est le moyen de thermorégulation le plus efficace. Leur efficacité dépend en partie des conditions physiques du cheval. Les robes d'hiver avec un poil épais retiennent mieux la chaleur et limitent les mécanismes d'abaissement de la température corporelle. Certains chevaux déplacés dans des pays tropicaux perdent leur capacité à transpirer. Ce phénomène est appelé anhydrose. La nature fait sans doute bien les choses en préservant l'eau là où cette ressource vient à manquer. Le système respiratoire produit lui aussi une évaporation non négligeable. On estime en effet que 5% de la régulation thermique s'effectue grâce à cette évaporation. Tous ces mécanismes sont déclenchés par l'hypothalamus à travers l'adrénaline et en réponse aux informations des récepteurs sensitifs de la peau. L'équilibre des fluides corporels chez le cheval a fait l'objet de plusieurs études. On fit parcourir un jour à 4 pur-sang anglais, dans des conditions normales et sur un terrain souple, une distance de 80 km à une vitesse moyenne de 16 km/h. Les chevaux perdirent entre 7 et 8 litres d'eau par heure. Sur le même parcours, mais à une vitesse plus élevée et avec un temps plus chaud et plus sec, les chevaux perdirent environ 15 litres d'eau par heure. Un tel calcul s'effectue évidemment en pesant les chevaux avant et après l'effort. Il est tout à fait normal, pour un effort continu de 5 heures, que les pertes de liquide puissent représenter jusqu'à 8% du poids total du cheval. Le calcul de ce pourcentage permet de juger si la déshydratation est modérée ou très importante. Lorsque la transpiration se poursuit, le volume circulatoire des liquides chute jusqu'à atteindre un seuil critique qui se manifeste par une augmentation de la température. Cette hyperthermie peut représenter un danger pour la vie du cheval, car elle l'oblige à augmenter son rythme cardiaque pour éliminer la chaleur. Les personnes qui entraînent des chevaux se doivent donc d'avoir une bonne connaissance des autres signes cliniques de déshydratation, parmi lesquels la perte d'élasticité de la peau, les yeux enfoncés, la bouche sèche. Lors d'exercices prolongés, il est donc conseillé d'abreuver le cheval de façon contrôlée et fréquente. Il faut en finir avec le vieux principe selon lequel cela serait mauvais pour le cheval. Seules des quantités excessives peuvent lui être néfastes. On peut aussi faire baisser la température du cheval en le mouillant avec de l'eau fraîche sur tout le corps. Cela permet aussi de boucher les pores de la peau pour éviter les pertes inutiles de liquide. Si le cheval élimine de l'eau pour maintenir sa température corporelle stable, il perd aussi des électrolytes ainsi que d'autres composants. La sueur du cheval contient en effet une grande concentration d'éléments tels que le sodium, le potassium, le magnésium et le chloride, tous indispensables à son organisme. Et particularité propre au cheval, sa sueur contient également des protéines. La perte de tels éléments peut évidemment s'avérer dangereuse et donner lieu à des problèmes respiratoires et même cardiaques.
Voilà pourquoi il est fortement conseillé, toujours dans le cas d'efforts prolongés, d'administrer à un cheval ayant beaucoup transpiré de l'eau complémentée en électrolytes, avec une concentration correspondant à ses pertes. Les électrolytes s'autorégulent et sont immédiatement récupérés par le cheval. Ils ne sont pas considérés comme des produits dopants, car ce sont ces mêmes éléments qui composent en majorité la sueur du cheval. Il est toujours difficile de trouver la juste concentration en électrolytes, correspondante aux pertes réelles. On recommande donc d'utiliser des réhydratants dont la composition en électrolytes est très proche de celle de la sueur du cheval. Il faut également veiller à ce que les chevaux, lors des entraînements, disposent d'une pierre à sel qui leur permet de combler leurs pertes en minéraux. Mais n'oublions pas pour autant cette règle d'or, le cheval doit pouvoir boire autant d'eau qu'il le désire. On entend souvent dire qu'il existe deux types de chevaux, les paresseux et les énergiques. On dit aussi que les chevaux avec une peau épaisse sont moins sensibles aux aides du cavalier, comme les jambes, que ceux qui ont la peau fine, censés être plus fragiles et plus délicats. Et si un cheval ne répond pas spontanément aux aides, il faudra malheureusement l'y obliger. Dans le cas contraire, il sera très difficile de le dresser. Le cheval préférera en général se forcer à réaliser un exercice pour s'épargner la sensation d'un stimulus négatif. Lorsque l'on travaille avec un cheval, celui-ci peut posséder ce que l'on appelle une impulsion naturelle. Cela signifie qu'il avance sans qu'il soit nécessaire de le solliciter avec nos jambes. Ce genre de cheval veut avancer de lui-même. Un cavalier expérimenté dressera plus facilement et plus rapidement un cheval qui dispose d'une impulsion naturelle. En revanche, un cavalier débutant éprouvera souvent des difficultés à contrôler l'énergie d'une telle monture. Les éperons sont des accessoires employés pour préciser ou renforcer l'action de la jambe et donc stimuler le cheval à avancer. Il en existe une multitude de modèles, qui diffèrent selon les cultures et les équitations. La gêne provoquée par le contact de l'éperon est un moyen supplémentaire offert au cavalier pour faire avancer un cheval qui s'y refuse. En tant qu'aide artificielle, les éperons ont l'avantage de se trouver de chaque côté du cheval, fixés sur les bottes du cavalier. Ils permettent donc de contrôler le moment et l'endroit du contact sur le flanc du cheval, à la différence par exemple de la cravache, qui ne peut être utilisée que d'un seul côté. L'usage des éperons est fortement déconseillé pour les cavaliers débutants, car ils ne possèdent pas encore une jambe bien fixe et ne maîtrisent pas l'indépendance de leurs aides. Un cavalier inexpérimenté peut en effet enfoncer involontairement un éperon dans le flanc de sa monture et provoquer chez elle une réaction violente et inattendue. Les éperons sont constitués de plusieurs parties. On trouve d'abord les deux branches en forme de U qui viennent se placer sur le talon du cavalier. Les branches peuvent être fines ou épaisses. Plus elles sont épaisses, moins elles abîment le talon du cavalier et celui de sa botte. Il existe des branches si fines qu'elles ne nécessitent pas l'usage d'une courroie, appelée porte-éperon pour attacher l'éperon. À la base des deux branches en forme de U se trouve la tige, dont la forme, l'épaisseur et la longueur sont variables. Par exemple, un cavalier dont les pieds, par leur position basse, se retrouvent loin du cheval, choisira des tiges d'éperon plus longues afin de conserver un contact fin. L'épaisseur de la tige est donc variable. Si l'on souhaite une action directe, on choisira une tige fine avec un bout arrondi. C'est le cas souvent des éperons classiques. Au bout de la tige, on peut aussi parfois trouver une rondelle métallique appelée molette. Il s'agit là de la principale différence entre un éperon dit western et un éperon classique. Le premier est doté d'une molette,
le second n'en a pas. La molette tourne librement autour d'un axe au niveau de la tige de l'éperon. La taille, la forme et même l'usage de cette molette font souvent polémique. Rappelons que l'action de l'éperon peut être aussi bien délicate et fine que sévère et brutale. C'est souvent le niveau et l'expérience du cavalier qui font la différence. Cela fit d'ailleurs dire à un célèbre écuyer du XIXe siècle qu'un éperon confié à un cavalier incompétent devenait un rasoir dans les mains d'un singe. L'éperon ne permet pas au cheval d'aller plus vite, il l'invite à exploiter ses qualités. L'éperon n'élimine pas la fatigue, il pousse le cheval à aller au bout de son effort. L'éperon ne sert pas à rassembler le cheval, mais l'incite à lancer ses postérieurs en avant. L'usage excessif de l'éperon est interdit et pénalisé dans toutes les compétitions équestres. Il ne peut être en effet que la démonstration de l'incapacité du cavalier à contrôler et à guider sa monture. Rien de tel pour améliorer les capacités sportives d'un cheval que de le faire travailler sur des cavaletti. La plupart des livres qui décrivent le travail sur ce genre d'obstacles se basent sur des chevaux dont la hauteur au garrot est supérieure à 1,50 m. Mais les distances que ces ouvrages recommandent de suivre ne sont pas forcément adaptées à tous les types de chevaux. En effet, la longueur d'un cheval varie d'un spécimen à l'autre, et encore plus d'une race à l'autre. Il est donc préférable de mesurer le cheval avec lequel nous allons travailler, de manière à adapter la distance entre les cavaletti. Pour mesurer la longueur d'un cheval, on utilise un ruban à mesure, dont on place l'une des extrémités sur l'articulation scapulo-humérale, autrement dit sur la pointe de l'épaule. On tire le ruban jusqu'à la pointe de la fesse, au bout de l'os iliaque, une région facilement palpable. Pour que le travail du cheval soit le plus confortable possible, les distances successives entre les cavaletti devront être proportionnelles à cette mesure. L'un des objectifs du travail sur cavaletti est d'améliorer l'équilibre et l'adresse du cheval. Les cavaletti disposés les uns à la suite des autres obligent le cheval qui arrive au trot à lancer ses antérieurs vers l'avant pour ne pas trébucher sur les barres de bois. Ce mouvement lui permet d'étirer ses articulations et d'améliorer ses foulées. Pour commencer, on peut placer 4 cavaletti au sol, en laissant entre chaque barre une distance égale à la longueur du cheval. On fait d'abord avancer le cheval, pas, pour lui permettre de se concentrer et de se préparer à l'exercice. Puis, on passe au trot pour l'échauffer, en effectuant quelques demi-arrêts pour préparer ses articulations. Lorsque le cheval est bien échauffé, on le fait trotter jusqu'au cavaletti pour qu'il les franchisse, en se tenant bien d'aplomb en selle et en veillant à ce qu'il ne change pas ses allures. Le cheval lance donc ses antérieurs en avant pour passer au-dessus des barres. Peau et les muscles s'étirent pour permettre des mouvements plus souples et plus confortables. Il en est de même pour les postérieurs qui s'avancent pour poser les pieds au bon endroit. Si le cheval réalise correctement l'exercice, on peut noter que sa croupe s'abaisse et que sa colonne se fléchit, faisant ainsi travailler les muscles du dos. Le cheval soulève ses jambes plus que d'ordinaire pour ne pas toucher les barres de bois. Ses articulations s'assouplissent pour lui permettre d'allonger ses foulées et d'améliorer ses mouvements. La vitesse d'un cheval est proportionnelle au nombre de foulées par minute multiplié par leur amplitude. On peut donc dire que cet exercice permet d'augmenter la vitesse du cheval puisqu'il l'oblige à allonger ses foulées.
Certains chevaux ont tendance à maintenir leurs antérieurs assez bas lorsqu'ils sautent. Les cavaletti corrigent aussi cela, car ils permettent d'étirer l'épaule du cheval, ce qui laisse plus d'espace aux genoux pour se soulever. Il ne faut toutefois pas exagérer avec un tel exercice, car il est très exigeant pour le cheval et sollicite beaucoup ses articulations. 6 à 10 passages au début de la journée et 4 à 6 passages pour finir seront largement suffisants. Si l'on sent que notre cheval se désunit ou baisse le dos au moment de franchir les cavaletti, il peut y avoir 2 raisons à cela. Soit la distance entre les barres est trop grande, soit le cheval souffre de sérieux problèmes de dos et ne parvient pas à maintenir l'équilibre entre son arrière-main et son avant-main. Il faut, dans la mesure du possible, essayer d'éviter que cela ne se produise. Pour ce faire, il faut réduire la distance entre les cavaletti jusqu'à ce que le cheval les franchisse, sans difficulté. On peut aussi utiliser une paire de rênes fixes attachées à la sangle pour obliger le cheval à maintenir sa tête en position. On le fera travailler plusieurs jours de suite avec la tête baissée afin de renforcer son dos. On continuera ensuite brièvement à utiliser les rênes fixes pour franchir les cavaletti, ce qui l'obligera à fléchir l'encolure et la nuque. Le travail sur cavaletti permet également à un cheval qui se précipite d'améliorer sa cadence. 4 barres légèrement surélevées vont obliger le cheval à régler ses allures pour les franchir. Dans ce cas, la distance qui sépare les barres doit correspondre à 3 fois la longueur de l'animal. Un travail sur cavaletti bien réalisé permet d'assouplir et de renforcer le dos et les articulations du cheval. Un tel exercice l'aide aussi à travailler sa réactivité et à améliorer sa cadence. À l'état sauvage, les chevaux n'ont pratiquement pas besoin qu'on leur pare les pieds car l'abrasivité des terrains use naturellement la corne de leurs sabots. On peut dire qu'un sol dur et des pierres sont des maréchaux ferrants naturels. Lorsqu'on modifie leur mode de vie et qu'on les emmène vivre dans des boxes, les chevaux ne peuvent plus aller et venir à leur guise, comme ils le faisaient auparavant. L'immobilité et le manque d'activité ne permettent plus de lutter contre la croissance naturelle de la corne des sabots. Il faut donc intervenir en parant les pieds du cheval, autrement dit en retirant l'excès de corne, afin de lui assurer de bons aplombs. On peut utiliser pour cela, sans forcément ferrer le cheval par la suite, un couteau ou une lame effilée, permettant de retrancher de la muraille du sabot la corne superflue. Puis, on égalise et on adoucit la base du pied à l'aide d'une râpe, de manière à uniformiser la sole. On dit alors qu'on a paré le sabot. En soulevant ensuite les sabots, on termine l'opération avec une tenaille pour égaliser les extrémités et éliminer les dernières rugosités. Certains chevaux ne se laissent pas faire, peut-être parce qu'ils ressentent une douleur en fléchissant les membres ou parce qu'ils n'ont pas encore connu ce genre d'opération et que cela leur fait peur. En réalité, parer un cheval permet d'éviter que celui-ci ne trébuche. Cela permet également de le ferrer ou de nettoyer une zone du pied qui peut avoir été endommagée par un clou ou un caillou. Dans ces cas-là, il faut tout faire pour que le cheval se laisse parer tranquillement. Certaines personnes utilisent des tranquillisants, même si c'est inutile, car ces produits empêchent le cheval de se tenir debout ou de marcher correctement. En outre, cela pourrait empêcher une bonne observation des aplombs et des allures du cheval, pourtant nécessaires à tout diagnostic.
Si le cheval refuse de lever la jambe sur laquelle on veut travailler, il est recommandé de soulever un de ses membres antérieurs et de l'entraver en le maintenant en l'air. Dans cette position, il ne disposera plus que de 3 points d'appui. Il lui sera donc difficile de ruer, au risque de perdre l'équilibre. De cette façon, le parage du sabot pourra s'effectuer correctement et le cheval ne sera pas tenté de soulever un autre membre. On peut ensuite attacher les membres posés à terre avec une corde munie d'un petit anneau. Mais avant de permettre au cheval de baisser la jambe, on lui attache la queue avec une longue corde que l'on fera passer dans ce même anneau. L'attache doit se faire de la manière suivante. La corde passe au-dessus de la queue, que l'on replie ensuite autour de cette longue corde. Pour finir, on enroule la queue en faisant un nœud avec le bout de la corde, assez solide, mais que l'on peut aussi défaire facilement. Il faut ensuite faire baisser le membre antérieur entravé du cheval avec une longue corde, de manière à ce qu'il soulève son antérieur. Si le cheval résiste, il faut tirer jusqu'à ce qu'il cède. On peut tirer la corde aussi bien en avant qu'en arrière en fonction de la résistance du cheval et de l'espace dont on dispose pour travailler. Une fois atteint la position pour le ferrage ou le parage, on peut fixer la corde autour du sabot pour finir l'opération. Il s'agit là d'une technique très simple. Appliquée avec dextérité et douceur, elle permet de procéder au parage et au ferrage du cheval dans de bonnes conditions, en limitant au maximum les risques.